On est parti la team, on se fait un petit débrief succinct du petit tournoi Star Wars d'hier soir. Petit tournoi, on était 8, c'était dans la boutique locale. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant déjà pour faire un peu de contenu Star Wars, remettre un peu de visibilité sur ce jeu que j'aime beaucoup. Et puis parce que c'était un tournoi qu'on a fait en post-ban, quand bien même les bans n'interviennent, je crois qu'à partir du 22 septembre. Nous, on a décidé, vu que le tournoi était programmé pour hier soir, de se faire un tournoi post-ban, histoire de pouvoir commencer à regarder un petit peu à quoi va ressembler le format. Pour rappel, je vais vous montrer, la carte qui a été ban, c'est notre ami Projection de Force, Force Row. Je détaille mon avis sur le podcast Multi-TCG qui est sorti donc vendredi dernier pour ceux qui regardent sur YouTube et qui va sortir ce soir pour vous sur Twitch. Cette carte-là, elle a été bannie. Ce que j'en pense, c'est que oui, mécaniquement, c'est une carte puissante qui allait finir par être bannie au bout d'un moment dans le jeu. Ce qui me gêne un peu, c'est le timing, dans le sens où ils avaient un très bon spot pour la bannière post-galactique. Sauf que post-galactique, ils ont dit no ban to rule. Ce qui, pour moi, est une espèce d'incitation à acheter le 7-5, jouer des cartes force, enfin jouer des decks force, il n'y a pas de souci, on va pas la bannir. Ce qui, en plus, mécaniquement, a amené une méta qui s'est vraiment adaptée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de projections de force que pendant la méta des galactiques. Si vous regardez le méta actuel, il y avait beaucoup de Boba Data Vault notamment qui gagnait bien. On avait une carte qui était présente dans 45% des decks du format, mais divisée sur plein de decks différents. C'est pas une représentation pour un staple générique qui est si oppressant que ça. Et en fait, je trouve que le no ban to rule post-galactique, là où ils avaient des datas qui étaient franchement en faveur du ban, ça a incité plein de gens, je trouve, à ne pas trop se méfier et à consommer le 7-5 pour pouvoir jouer cette carte avec des unités force sans attendre un ban un mois et demi après en fait. Et comme finalement ils se sont rendus compte que la carte elle a les conflicts avec une synergie, en tout cas une nouvelle mécanique du 7-6, ils se sont dit, oh putain, là on est dans les phases de précommande du 7-6. Si les gens voient, entre guillemets, et ils l'ont dit dans leur communiqué, que Force Row va interagir négativement avec la nouvelle mécanique du 7-6, du coup on va peut-être pas vendre nos précommandes, on va peut-être pas vendre nos produits, quoi. Et ça m'a un peu gêné, dans le sens où le timing il est nul, pour deux raisons. C'est que tu peux le timer à la sortie des galactiques, et dans ce cas-là, on se jette pas comme des dalleux sur des Anakin à 40 balles, quoi. Ou alors, tu peux le bannir à la fin de la saison compétitive et pas en plein milieu des ProQuest et juste avant le secteur Munich, qui, je le rappelle, a été complet en 2 heures, alors que les gens étaient contents de la méta dans laquelle ils jouaient. C'est d'ailleurs pour ça que finalement les secteurs se sont bien remplis et les games étaient intéressantes. Tu aurais pu le bannir après cette saison compétitive, avant la sortie du 7-6, pour éviter justement l'oppression de la carte sur les nouvelles mécaniques, ça je peux entendre. Mais là, quand ton ban, il est de manière trop peu cachée, beaucoup plus marketing que compétitif, et que tu fais le ban vraiment en plein milieu de ta saison compétitive, à la fois pour avoir laissé le temps à ton 7-5 de se vendre, et à la fois pour que les précommandes de ton 7-6 trouvent grâce aux yeux des gens, je trouve que c'est assez mal branlé, c'est assez mal dissimulé, et ça vient un petit peu impacter la confiance qu'a la communauté en toi. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop ce ban de projection de force, au-delà du fait que je vais pas nier que la carte est vraiment très puissante et intéressante. Par contre, moi ce que j'aimais bien, c'est que dans le gameplay qu'elle apportait, c'était un gameplay qui était assez skill intensif, plutôt rewardant. C'était souvent le meilleur joueur qui l'emportait dans les mirrors de force. C'est une carte qui évitait aussi de se faire cheeser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de synergie, de stratégie à Star Wars qui valorise le fait de faire, tour 1, un sage discret, shieldé, tour 2, tu lui mets un sabre déchu, donc c'est une amélioration qui fait qu'il a 3 d'attaque. Et en fait, la tempo de Star Wars, elle bat pas ce genre de sortie-là, parce que les interactions de Star Wars, comme toute unité est une interaction, il n'y a pas d'interaction clean pour peu de ressources. Une interaction clean, c'est-à-dire pour 5 détruire une unité quoi qu'il advienne, c'est 5 ressources. Et le jeu n'est pas adapté à ce type de sortie-là qui peuvent juste te cheeser et te péter la gueule. Et ce que j'aime bien avec Projection de Force, c'est qu'en contrepartie d'un certain carte désavantage, parce que tu pouvais te cibler toi pour défausser une carte de ta main, tu pouvais éviter de perdre la game sur une sortie en 2 tours, parce que justement tu es capable de rattraper un petit peu contre de l'avantage en carte, la tempo qu'un adversaire pourrait te mettre dans la tête. Ouais, mais voilà, faut jouer Pods pour ça, Darkiv, t'as raison, mais du coup c'était un élément qui était surtout central des decks Infamie, là où Projection de Force, c'était la manière de ne pas se faire attraper par des synergies Voltron
pour les decks héroïques, parce que c'est plutôt des decks les decks Force Row étaient plus des decks héroïques que des decks infamie, à l'exception de Madame Talzin. Et ce que j'aimais bien donc du coup avec Projection de Force, ce qui fait que je trouve que son ban n'est pas hyper justifié compétitivement, c'est que la carte avait plus d'applications défensives finalement que d'applications offensives. Et donc le ban est clairement marketing. Je peux comprendre qu'ils mettent en place un ban marketing, mais je trouve que le timing dans ce cas-là est pas très très bon. En fait, ton ban compétitif, purement compétitif, justifié par une data compétitive, il a le droit d'intervenir en plein milieu de la saison. Parce que justement, tu as envie que les prochains PQ et tes secteurs se passent dans un environnement qui est sain pour le jeu. Mais comme d'après moi, l'environnement actuel avec Force Row était devenu sain post-galactique, bah dans ce cas-là, on passe d'un ban compétitif à un ban marketing. Et lui, le ban marketing, il peut pas être un ban d'urgence. Il doit être un ban qui respecte, entre guillemets, la confiance que tu as avec ta communauté, et je trouve que ça n'a pas été le cas pour Projection de Force. Et ils essayent de cacher ce ban marketing-là en un ban compétitif, avec des arguments qui, je trouve, tiennent pas trop la route quand tu vois la qualité du méta actuel. C'est mon avis sur Force Row, on peut évidemment être en désaccord avec ça, je sais qu'il y a une vraie scission entre les avis des Européens et les avis des Américains, globalement. Les Américains ont tendance à saluer le ban, là où la communauté européenne a tendance à le décrier fortement. Je vous laisse libre d'avoir votre avis final là-dessus. Mais vous avez le contexte, le tournoi d'hier soir, il s'est joué donc sans cette carte Projection de Force. Ce qui induit quand même pas mal de choses. Ça induit le retour des decks Han 1 notamment, parce que c'est un deck qui souffrait beaucoup du fait de se faire attaquer les cartes dans sa main. Ça va induire le retour des decks vert, noir, bleu, contrôle. Je pense notamment à des decks comme Kira, qui effectivement pouvaient souffrir aussi d'une surreprésentation de decks comme Projection de Force. Donc on est un peu sur un rétropédalage de méta où on va revenir un peu à la méta du 7-4, avec donc des Boba Tata Volt, des decks contrôle, des decks Han, des decks plus aggro comme Sabine. Et l'idée, c'était d'expérimenter ça hier soir avec un petit tournoi 8 joueurs en 3 rondes. Comme vous le voyez ici, hop là, eh bien moi j'ai décidé de ressortir le Han, hein, évidemment, vu que mes decks Force sont... Je sais pas si ça invalide totalement les plans de jeu Force de plus avoir Force Row, mais en tout cas, hier soir, je suis parti du postulat de base que c'était encore jouable, mais peut-être un peu moins bon. J'ai décidé de me faire kiffer et d'essayer quelque chose en mettant une base Force bleue avec ce Han Solo, parce que j'avais très envie de continuer à valoriser les achats très coûteux que j'ai fait sur ce set numéro 5, et notamment, je vous le donne dans le mille, hein, notre ami Anakin Skywalker. Voilà, c'est cette carte-là, à elle seule, la raison de pourquoi j'ai décidé de tenter un Han 1 bleu Force. Vous allez vite comprendre que je regrette un peu ce choix, et que si la méta est pas très agressive, je pense que c'est pas un très bon deck. Par contre, si votre méta c'est que des Sabines, des Vador, des decks qui essayent de vous cheeser, très très bon paquet. Je vous présente la decklist et ensuite je débriefe succinctement le tournoi qui a eu lieu à Toulon à Tactical Squad. On a une communauté assez régulière, donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer une tête. Alors, Han Solo, comme d'habitude, même mécanique que d'habitude. Vous pouvez l'engager, mettre une carte de votre main en ressources. Vous devrez péter la ressource à la fin de la partie, mais vous troquez donc du coup du card advantage contre de l'accélération. Évidemment, comme Force Row attaquait la main des joueurs, du coup, on n'avait plus la possibilité de s'accélérer. Donc Han Solo était un petit peu tombé en désuétude. Les gens ne l'utilisaient plus. Le départ de Force Row implique mécaniquement, en tout cas pour certains joueurs qui aiment bien le leader, un retour de Han Solo. Et moi, comme j'ai commencé à jouer au jeu avec lui, avec Boba à la base, mais disons quand je suis revenu là au 7-4, c'était avec lui, je me suis dit ok, c'est l'occasion de le ressortir, pourquoi pas. La base Force bleue, eh bien dès que j'attaque avec une unité Force, je gagne la Force. J'ai eu mon petit token hier soir, voilà. Donc, maintenant j'ai mon token Force, c'est cool. Au niveau du deck, l'idée c'était de valoriser les atouts du jaune et les atouts notamment des decks Han Solo avec les très bonnes unités Force comme Anakin que je vous ai montré. Une de mes autres envies de jouer Han Solo bleu et notamment l'envie de valoriser énormément Anakin, c'était la possibilité de jouer des cartes off-color infamie assez facilement et notamment les fameux pods. Alors oui, comme mon leader est un gentil, mes pods vont coûter 5, mais je trouve que pod à 5, ça reste déjà une bonne carte de Star Wars Unlimited. Mais surtout, comme on peut mettre la carte en ressources
quand on s'accélère et péter une ressource avec notre Han Solo, ça nous permet d'avoir Pod au cimetière et donc du coup de valoriser très facilement l'effet de notre Anakin avec à la fois une carte héroïque et à la fois une carte infamie. C'est cette stratégie-là, cette idée-là qui m'a plu et qui m'a poussé à monter le deck 2 heures avant le tournoi, évidemment, parce que le ban est tombé il y a vraiment pas très longtemps. J'ai failli pas aller à ce tournoi en mode ah bon bah ok bah mes decks sont morts. Et puis finalement je me suis dit allez let's go, on va se tenter un truc avec Han Solo Bleu Force. Donc là vous avez le leader, hop on va le mettre ici. Vous avez la base, on va la mettre derrière moi. Et maintenant on va se présenter le petit deck. Donc les unités force pour commencer, les drop 2, celles qui vont éviter qu'on s'accélère dès le premier tour. Le petit sage discret, il est protégé, il est force, donc il fait plaisir. Le petit Yaddle qui nous permet de récupérer des points si notre base est attaquée. C'est très bien, notamment contre les decks Vador, les trucs un peu agressifs. Et le L337 qui est une des meilleures unités de Han Solo parce que comme on va mettre des cartes de notre main en ressources, eh bien le fait qu'elles aient contrebande et qu'on puisse les rejouer du ressource, ça évite entre guillemets de trop subir le carte désavantage que va nous imposer le jeu. On a ensuite des drop 3 avec 2 Yoda en force, notamment pour les stratégies offensives, et 2 Vernestra Raw, parce que on a quand même une base qui nous permet de créer la force, il faut quand même essayer de l'utiliser. On l'utilise beaucoup moins que si on avait du rouge, parce qu'on n'a pas de Ki-Adi-Mundi, on n'a pas de Mace Windu, donc il fallait trouver de bonnes raisons de jouer une base à 28 et pas à 30, je parle des PV bien sûr. Et Vernestra, qui me donne une game d'ailleurs, c'est une bonne raison. Voilà, si tu utilises la force, c'est une unité qui arrive dégagée et c'est hyper puissant, notamment quand tu fais des courses. Donc j'aime bien. Quand je dis quand tu fais des courses, c'est pas quand tu vas à Carrefour, hein, c'est quand tu fais une race. Voilà. Ici, on a la Mi-Tech, emblématique pareil des decks Han Solo. Ça va donner contrebande à toutes vos ressources, donc c'est vraiment... tu vois, Han 2, époque Force Row, il avait Ki-Adi-Mundi pour générer du CA. Han Solo il a tech, voilà, tu joues tech et puis en late game tu peux jouer toutes les cartes de ta contrebande et ça c'est très bien. On a 3 Ezra pour avoir une 3-5 dès le tour 1 si on s'accélère. Et on a 2 Ezra pour avoir la 3-4 qui nous permet de créer un petit peu de cartes advantage. On a 4 Itinerant Warrior parce que c'est une unité force qui nous permet d'utiliser la force pour se soigner. Donc ça c'est très bien. On a 2 Ahsoka Tano parce que c'est une unité force qui permet d'attaquer la main des adversaires et ça pourquoi pas. On a 2 Chillout parce que j'ai l'impression que le deck se défend très très bien contre aggro donc on n'avait pas forcément besoin du troisième. On a les fameux 3 Anakin qu'on va essayer de valoriser avec Pod comme énoncé tout à l'heure. Et les 3 Luke Skywalker comme gros payoff de late game pour détruire le board de l'adversaire. Donc vous l'avez vu, c'est un deck qui fait facilement la course mais qui gère très bien le board. Par contre on n'a pas de late game. Voilà. Si tu affrontes Anver, par exemple, bon, c'est simple, c'est échec et match. Je pense que tu es à 100-0 dans le match-up parce qu'il fait juste 1000 fois mieux que toi, plus rapidement que toi, en rampant et avec plus de late game. Cela dit, s'il prend Vador, il fait l'avion. Alors que nous, Vador, c'est nous qui montons dans son vaisseau et c'est lui qui part en avion, quoi. Donc voilà, c'est un choix. Je crois que c'est peut-être pas hyper pertinent de tecker contre les decks les plus aggro, parce que je pense qu'il y a beaucoup de decks ramp et midrange qui vont revenir. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a certaines applications que le vert n'a pas, même si le vert me semble quand même vachement mieux que la version bleue, notamment contre tout ce qui est contrôle et tout ce qui est midrange. On a évidemment la meilleure carte du jeu, hein, le Faucon Millennium, parce que ça va nous permettre de payer avec la ressource qu'on va devoir sacrifier au début de notre tour pour pouvoir conserver le Faucon, et qui est un 3-4 qui peut attaquer directement, donc c'est très très bien. On a une petite carte contrebande en plus pour gérer un peu le space avec ce Faucon Millennium. Et maintenant, on va passer aux upgrades et aux spells. On a les 3 blasters, évidemment, une des meilleures cartes aussi de Han Solo. Pareil, carte contrebande qu'on va jouer en late game pour gagner les courses. La petite attaque surprise qui nous permet de prendre des très bons trades. J'en ai pris quelques-uns, j'étais content. Les 3 pods, globalement, je les ai jamais joués à 5, mais il y a des match-ups où c'est très puissant de pouvoir les jouer à 5. Là, souvent, je les ai mis en ressources et ça m'a permis d'avoir de très très bons Anakin. 2 guet-apens pour attraper les unités améliorées et 2 abattre le dragon pour les méchants qui jouent trop de late game. Voilà. Donc ça, c'est le petit deck que j'ai monté. Vous avez vu, j'ai repris un peu la base de ce que j'aimais dans la version Han 2 rouge et j'ai mixé avec les bonnes unités jaunes de Han Solo. Et franchement, ça donne un truc cohérent, consistant. Je peux pas me plaindre du fait que le deck n'ait pas été fonctionnel. Il a été fonctionnel, il a fait ce pourquoi il a été pensé. Et vous allez voir que dans le format, il a quand même quelques...
on va dire, quelques défauts par rapport à d'autres decks. Au niveau du side que j'ai monté, je me suis pas trop fait chier. Comme je vous dis, j'ai fait ça 2 heures avant le tournoi. Donc 2 Kira, une étincelle de rébellion pour attaquer les decks les plus contrôle. 3 manœuvres irréprochables pour faire la course contre Vador. 3 embrouilles pour faire la course contre Vador. Et une chute du rival pour éviter, en tout cas matcher les decks qui ont un déploiement très puissant. Il y a des decks qui, quand ils déploient leur héros, ça fait très peur. Bah, chute du rival, tu dis voilà, tiens, ton héros tu as déployé, tu le ranges, s'il te plaît. Vous avez vu, c'est un side qui n'est pas hyper travaillé. Hein. Il y a un peu en x3 de discard, x3 de course, x3 de tempo, et la 10e carte, c'est une chute du rival. Encore une fois, j'ai dû monter ça dans la précipitation. Ok, donc maintenant on commence sur les 3 petites rondes que j'ai eu à jouer. Finalement, le méta a pas mal bougé, hein, parce que vous allez voir qu'on affronte des decks différents de ce qu'on aurait pu affronter dans une méta Force Row. Premier deck, j'ai affronté un autre Han Solo. On était 2 à avoir eu la même idée de ressortir le vieux Han, sauf que mon adversaire, lui, jouait Han vert et non pas Han bleu, avec, cela dit, une base Force et non pas une base Data Vault. Donc il avait conservé aussi cette envie de jouer des cartes Force, même si à mon avis, à terme, je crois pas que ce soit vers ça que le méta va se diriger. On va repartir sur des bases Data Vault, d'après moi, parce que je crois qu'on n'a plus tellement d'applications à créer, à générer la force. Et dans ce match-up-là, au moment où je m'assois contre lui, je lui dis texto, fais chier. Dans ce mirror-là, je pense que je ne peux pas gagner. Et ça se transmet de manière hyper violente dans les parties qu'on a eu à jouer, parce que mon adversaire, game 1, il fait tour 1, je déploie un drop 3, tour 2, je rampe avec réapprovisionnement. Tour 3, je mets une carte en ressources, je déploie le leader, j'attaque, j'ai 7 ressources au tour 3, je joue Kelleran Beck. Donc moi je suis au tour 3, donc avec 4 ressources, un board misérable, vraiment misérable, et mon adversaire il a Han Solo déployé, 7 ressources, Kelleran Beck et un drop 3. J'ai dit ah bah d'accord. Ah bah oui, je peux pas battre le vert, oui. Effectivement. Sur la Golden Sortie, je peux rien faire. Je décide de pas concéder quand même et de jouer un tour de plus. Mon tour de plus, je développe ma ressource pour être à 6 ressources. Je sors mon Han Solo. Il fait ok, bah pour 7 mana, Han Solo 6-6, je trade ton leader. Je dis bon allez, on va ranger les cartes. Temps de la game, top chrono, hein, mulligan compris, 2 minutes 30. Je dis cette soirée va être compliquée. Mais bon, tout le monde joue pas forcément Han Solo vert. Game 2, on side. Qu'est-ce que je side? Je suis pas sûr d'avoir grand-chose. Je crois que je side des Kira et des étincelles de rébellion, tout simplement. Parce que ça me permet d'attaquer justement les sorties un peu cheesy à base de réapprovisionnement et Kelleran. Game 2, je prends l'initiative. Pareil, j'accélère dans un drop 3 un peu classico, quoi. Mon adversaire, il me fait tour 1, je pose une ressource. Réapprovisionnement, j'ai 4 ressources. Je dis, ah non, pas 2 fois, quoi. Pas 2 fois, je t'en supplie. Tour 2, il joue un drop 3 random. Tour 4, il met une ressource, déploie leader, tape avec leader, Kelleran Beck, drop 3. J'ai rangé mon deck. Le BO3, top chrono, 5 minutes. Je dis, ok, ce tournoi, il commence pas très bien. Je pense que j'aurais dû ramener Han Solo vert. À mon avis, ça serait peut-être un peu mieux passé. On aurait joué un mirror un peu sympathique, bon, bah, qui m'aurait donné évidemment un peu plus de 5 minutes de game. Parce qu'en fait, le gars, au moment où il fait Kelleran Beck tour 3, donc il a un 7-7, un drop 3, son leader 4-6, 7 ressources. Moi, voilà, comme le dit Master Affinity sur le chat, moi je suis pick pirate. Moi, sur le moment, j'ai un 4-4 sur mon board, quoi. C'est perdu. Ma base, elle est morte à ce moment-là. Donc ouais, première game, je me suis fait hacher menu. Deuxième game, j'affronte un nouveau joueur d'ailleurs qui a fait son deuxième tournoi avec nous. Donc ça fait plaisir voilà, d'avoir de nouveaux entrants dans Star Wars Unlimited. Qui est parti sur Amiral Piet en vert-rouge, qui est un bon deck qui permet de ramper dans des énormes vaisseaux spatiaux. Comment se sont passées les games? Je crois que je sais qu'il faut que je fasse la course. Parce que si je fais pas la course, il peut m'écraser en late game avec des... Même pas en late game, en fait, en rampant dans des énormes vaisseaux qui vont détruire une partie de mon board. Il a aussi des Vras, donc des anti-bêtes de masse, il faut faire attention à ça.
Et donc en gros, le gros de mon plan de jeu, c'est d'essayer de mettre très rapidement la pression, que ça soit avec des faucons, que ça soit avec tous les drop 3 de mon jeu, et notamment les Vernestra. Et surtout, au moment du déploiement de son leader, donc de son Piet, d'aller le trader quoi qu'il advienne. Et donc je me suis retrouvé dans une situation où il a déployé son Piet, qui est venu finir un Yoda. Il a pris 2 dégâts. J'avais un tech sur le board que j'ai croisé avec une attaque surprise. Et donc plutôt que d'aller dans la base, là où d'habitude avec Han Solo, tu rampes un peu, mais tu as un plan de jeu tempo, tu veux vite faire la course et tu veux surtout taper plutôt la base de l'oppo et laisser ton adversaire faire les trades et perdre du temps à ça. Et donc en gros, son Piet était blessé de 2, il a 7 d'endurance, j'ai fait attaque surprise sur mon tech, je vais trade ton Piet. Le fait que son Piet soit donc du coup détruit et qu'il revienne en phase engagée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser la capacité de la phase recto le tour où son Piet est géré, bah dans ce cas-là, il n'a pas pu jouer son dévastateur en main parce qu'il avait 7 ressources, son dévastateur coûte 8 et il faut utiliser la capacité de Piet pour pouvoir réduire de 1 le coût des vaisseaux capitaux. Donc c'était vraiment la séquence qui a été le turning point et qui m'a fait gagner parce que derrière j'ai rentré plein de dégâts sur la base et j'ai retardé d'un tour un peu ses powerplays. Et Game 2, globalement, on a fait un peu la même chose. J'avais déjà affronté Piet parce que c'était un deck qui était populaire au 7-4 et je l'avais affronté notamment avec Han Solo parce que c'est le deck que je joue au 7-4. Donc je savais plus ou moins à quoi m'attendre. J'ai vraiment fait la course, ignoré une bonne partie de son board tout en évitant de me prendre les gros vaisseaux capitaux qui peuvent rattraper la tempo et le carte des avantages. Et globalement, ça s'est bien passé. Donc j'ai gagné 2-0 cette deuxième ronde. Et ensuite, je me retrouve donc en troisième ronde à une victoire et une défaite, à affronter un Dark Vador pilote aérien, donc du 7-4, qui est le deck le plus agressif du format, je pense. En tout cas, celui qui va déployer le plus de mathématiques si jamais il fait un solitaire. En gros, si personne n'interagit avec lui, ça doit être lui. Ah, peut-être Sabine a plus de dégâts. A plus de dégâts sur 3-4 tours, je sais pas, en tout cas c'est 2 decks qui vont très vite. Et là je suis très content de jouer du bleu parce que tu peux clairement perdre la course. Moi quand je jouais Han Solo jaune contre Dark Vador, je perdais la course assez facilement, même si j'avais des Cunning à l'époque. Ça déploie beaucoup de mathématiques et en gros ça déploie tout en space, nous on déploie tout en terrestre et du coup si on n'interagit pas avec lui, lui déjà va interagir un peu avec nous, notamment avec ses vaisseaux de 3 qui vont piquer mes unités. Et surtout, il va déployer plus de mathématiques sur 5-6 tours que ce que Han Solo va en déployer, et je me retrouvais souvent à perdre. Sauf que là, comme on a l'ajout du bleu, on a pas mal d'interactions, notamment pour les gros vaisseaux qui ont une force et une endurance, chacun égal au nombre de vaisseaux qu'il a dans sa zone spatiale. On a du gain de points de vie, et ça c'est hyper important, notamment avec des Luke Skywalker, avec des Yoda, ce qui fait que globalement quand on fait une course, ben, moi je réduis un petit peu les dégâts sur ma base. Après side, j'avais notamment des cartes comme Manœuvre irréprochable ou Embrouille, qui permettent sur la phase de déploiement de Vador d'annihiler la phase, et Manœuvre irréprochable de faire littéralement Time Walk. Bref, j'étais préparé, je savais que si je tombais sur un Vador j'étais bien, fallait juste gagner les 2 games après side, même si je perdais la première. Il se trouve que j'ai réussi à gagner la première quand même, en prenant des bons trades. Je crois que j'ai fait une sortie... ouais, je me souviens. J'ai fait une sortie Faucon Millennium. Faucon Millennium, c'est bien parce que ça peut trade 1, 2, voire 3 vaisseaux early game de Vador. Vador, c'est une unité qui joue plein de petits drop 1, qui ont 1 ou 2 d'attaque, pas plus. Donc avec Faucon Millennium, tu peux vraiment aller taper de part et d'autre un petit peu les différents vaisseaux de l'adversaire, et ensuite derrière on entame une course, sauf que comme tu as retardé entre guillemets le plan de jeu de Vador, là tu es capable de gagner la course au point près, et ça s'est passé comme ça. Et en game 2 c'était marrant parce qu'on a tous les deux les mêmes options de side, c'est-à-dire qu'on va jouer des manœuvres irréprochables. En gros on va tous les deux créer le board le plus large possible, moi en terrestre, lui en spatial, et on va essayer de faire manœuvre irréprochable pour engager tout le board dans une arène. Donc moi en spatial pour éviter qu'il attaque, et lui en terrestre pour éviter que j'attaque, et évidemment si tu as fait Time Walk, il y a de grandes chances que tu finisses par mettre tous les dégâts sur la base avant ton adversaire. Et donc on se retrouve tous les deux à devoir dealer avec ça, quoi, sachant que lui les avait game 1, et d'ailleurs game 1 j'avais l'étal sur le board. En gros
il y a un monde où sa seule option, c'est de prendre l'initiative et top-decker une manœuvre improbable pour pouvoir engager tout mon board, plutôt que de finir de mettre tous les points restants sur son board, parce qu'il sait que si c'est moi qui prends l'initiative, je vais pouvoir finir sa base qui est à 28 sur 30. Donc n'importe laquelle de mes unités qui attaque va pouvoir finir sa base. Donc là, si jamais il attaque avec un petit vaisseau de plus pour rentrer des dégâts, eh ben il sait que moi je vais pouvoir l'étal. Donc son plan à ce moment-là, c'est ok, je vais juste prendre l'initiative pour que tu ne puisses pas faire ta première attaque et me tuer, espérer top-decker une manœuvre improbable, engager tout ton board, mettre tous mes dégâts dans ta base et espérer te tuer de cette manière-là. Ce qui était un vrai bon plan, ça pouvait littéralement marcher. Donc il prend l'initiative, je finis de rentrer tous les dégâts, il est à 28. Je me dis que s'il trouve manœuvre improbable, bah, effectivement j'ai perdu. S'il la trouve pas, bah, il va m'attaquer avec un vaisseau à 3 et puis moi derrière je vais taper avec n'importe quelle unité et gagner. Il trouve manœuvre improbable, il engage tout mon board et là à ce moment-là, je top deck moi de mon côté vers Nestra, je prends la force, la carte arrive en jeu redressée et donc du coup je peux directement aller taper sa base et mettre les 3 points manquants. Et c'est comme ça que je gagne la 1. En finale c'était hyper clutch la game 1. Généralement Vador il a tendance à gagner toutes les game 1 parce que les gens sont pas sidés contre lui et il va très très vite. Le fait que je gagne la game 1 ça me met en confiance parce que post-side je suis tellement armé que ça va être difficile pour lui de faire la course. Généralement Vador en fait tu gagnes la game 1 et après tu essayes d'en filouter une des deux après side. Et là, de par le fait que je gagne la game 1, je me sens assez confiant pour être capable d'en gagner au moins une des deux après side. Et donc c'est après side où là on fait jeu égal, où moi aussi j'ai les manœuvres improbables. Et donc je me retrouve dans des spots où j'abats le dragon sur l'énorme vaisseau qui a une force et une endurance égale au nombre d'unités. Je fais embrouille sur son tour de déploiement de Vador. J'ai toute mon unité terrestre qui tape. Alors oui, effectivement, il me fait des manœuvres improbables, mais comme moi, j'ai aussi manœuvres improbables, je gagne du temps de la même manière, je gère les unités clés. Et finalement, j'arrive à finir au point près avec un petit blaster DL 44 qui viendra équiper moins de solo et qui tapera à 6 sur sa base à 25 dégâts. Donc c'était très clutch même après side. Mais tout ça pour dire que là où ce Han Solo avec du bleu a été exécrable contre un Han Solo avec du vert qui rampe et qui va avoir un meilleur late game et surtout un potentiel d'accélération fou, eh bien je pense que c'est la partie bleue de ce deck-là, notamment le fait que j'ai pu gagner des points de vie dans les courses et compagnie contre Vador, qui m'a permis de gagner le match-up 2-0 contre Vador. Donc il faut savoir ce contre quoi vous allez jouer, ce contre quoi vous pensez que vous allez tomber. Si la méta est plus agressive, peut-être que le bleu reste une option viable. Si la méta est plus midrange ou contrôle, je vous conseille vivement de passer sur Han Solo vert, et notamment plus avec Datavolt ou une base à 30 qu'avec la base force. Donc voilà, c'était mon petit retour d'expérience sur ce premier tournoi post-ban. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de tournois post-ban déjà là depuis le ban de Force Row. Donc au moins ceux qui regarderont cette vidéo et qui se posent des questions sur qu'est-ce qui est jouable. Bah voilà, moi en tout cas dans notre petite commu locale, il y avait 2 Han Solo, il y avait 2 Boba Datavolt qui lui n'a rien perdu. Le gagnant du tournoi qui a fait 3-0, parce que moi je finis 3ème avec mon score de 2-1, c'est un Cat Bane. Il y avait du Amiral Piet comme je vous l'ai dit. Il y avait du Gar Saxon, pareil, qui est un bon deck qui n'a rien perdu. Donc ça ressemble globalement un peu à ça. Et si jamais on s'intéresse à la méta vraiment plus compétitive de ce que vous allez croiser en ProQuest, je pense que vous allez tomber contre du Boba Datavol, du Cat Bane, probablement du Han 1 vert, je suppose, du Dark Vador, ce genre de deck que vous connaissez un peu depuis le 7-4. Je me suis bien amusé, c'était sympathique. Je vais quand même, je pense, démonter ce deck-là pour passer plutôt sur un Han vert à l'avenir, parce que je pense que j'affronterai plus de Mirror et de match-up midrange et de Boba que de Dark Vador, et j'essaierai après side de corriger un petit peu le tir. Mais c'était sympa pour une première expérience, pour un deck monté 2 heures avant le tournoi, de pouvoir pousser les cartes et surtout de dire adieu une dernière fois à des cartes que j'adore. Moi, les unités force, là, le Anakin, le Luke, c'est des cartes qui m'ont fait kiffer, quoi. J'ai tellement kiffé jouer ces cartes-là. Et je suis tellement triste de devoir les ranger parce que je sais pas ce qu'on va en faire. Franchement, pour moi, maintenant, les decks bleus, c'est plutôt des decks infamie. Donc, Kira,
Kira, peut-être, comment il s'appelle celui-ci, Kylo Data Vault. Donc je vois pas trop dans quoi on va jouer Luke. Et Anakin, je sais pas non plus dans quoi on va le jouer, hein. Je pense que vraiment, ils nous ont un peu détruit nos jouets avec ce ban de Force Raw. On verra bien. Je vais continuer à suivre l'actualité compétitive du jeu. Là, ça vous donne un petit avant-goût de ce qui se passe en local. Amusez-vous bien, pardon, sur Star Wars, c'est un bon jeu. Euh, et puis on se tient au courant de la suite compétitive. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. Le partage, le pouce en l'air, l'abonnement comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.